Bonjour et bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui intéresse énormément de gens dans la région, l'environnement. Et notre invité est spécialisé en environnement. C'est un biologiste senior et il s'en vient s'établir dans la région de Valcourt. Vous saurez un petit peu plus loin pourquoi, mais on va commencer par le présenter. Bonjour, Hugo. Bonjour. Hugo Thibodeau-Robitaille. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui travaille à Montréal, qui a tout le monde à Montréal, sa famille à Montréal, vient s'installer ici dans la région de Valcourt? Ah ben, qui prend femme prend patrie ou pays? Ah, c'est bon, ça. Bien, ma conjointe est originaire de la région, plus exactement de Saint-Denis de Brompton, mais son père habite Valcourt. Fait que nous, bon? on cherchait à s'acheter une terre depuis plusieurs années. Oui. Et puis, on visitait dans la région ici, on regarde toujours près de nos racines, puis on est tombé sur une ferme qui était beaucoup plus grosse que ce qu'on cherchait initialement. Donc, le projet est devenu beaucoup plus gros. Et on l'a acheté, on l'a rénové. En fait, on a commencé par la marcher, de marcher la terre. Oui. On est tombé en amour avec l'environnement de la terre, avec la diversité des habitats. Tu sais, il y a autant de la forêt, il y a des milieux humides, il y a des champs, des friches, des vieilles érablières. Donc, on a vraiment de tout. Puis là, on nous dit, wow, moi, c'est toujours ce que j'ai voulu. Ah oui. Ah bon, mais c'est parfait. C'était vraiment l'environnement idéal pour toi qui est dans un milieu d'environnement, comme on dit. Exactement. La seule chose qui a été tout un défi, c'est que, bon, oui, comme vous l'avez dit, je suis biologiste senior, mais il y avait de l'agriculture qui venait avec ça, donc c'était une ferme, donc on ne voulait pas la laisser tomber en friche, on voulait l'exploiter. Donc là, je suis tombé de biologiste senior à agriculteur très junior. C'est quand même une grosse ferme que tu as Oui, on a 340 acres. C'est ça, fait qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire « Oh, on va gratter un petit peu ici, on va enlever quelques roches là, on va faire... » C'est un gros défi, ça. Tout à fait. J'avais étudié en agriculture, j'avais débuté un bac en génie rural et j'ai vraiment, surtout et en premier lieu, j'ai été attiré vers la biologie. Donc, j'ai migré vers la biologie, j'ai fini mon bac, ma maîtrise en biologie, puis je travaille en bio depuis 20 ans. Mais là, je suis revenu à mes vieilles amours et voilà. Puis là, ça fait 4 ans que toi et ta femme avez acquis cette ferme-là. Exact. Donc, c'est un travail de longue haleine, comme on peut dire. Hein? C'est de tous les jours. De remettre les terres en culture, de les exploiter, de rénover la maison en parallèle et de prendre soin de mon entreprise aussi, parce que, bon, je veux dire, c'est pas avec ça que j'ai généré tous mes revenus. Je suis avant tout biologiste. On s'entend qu'éventuellement, peut-être, plus tard, quand je serai à ma pré-retraite, je serai à temps plein avec mes enfants. C'est dans l'entreprise, mais pour l'instant... Parce que tu comptes faire de l'agriculture, tu comptes faire des plantations et... faire profiter la terre que tu as achetée, c'est ça? On le fait déjà. On est en culture de soya et là, on tombe à partir de l'année prochaine en régie biologique. Donc, on fait une conversion toujours en grande culture, mais avec des céréales plus locales, avec des cultures biologiques sur la terre. Bon, parfait. Là, les gens doivent se dire, ouais, mais pourquoi il est là? Hein? Il vient parler de quoi? C'est sûr qu'on voulait vous mettre dans un contexte. Et Hugo travaille, c'est ta compagnie avec Daniel Tarte. Mon associé. Vous êtes associé. Ça s'appelle T carré Environnement. Exact. Pourquoi le T carré? Bien, parce qu'on est deux noms de famille qui débutent avec un T, puis c'est la synergie entre les deux personnes, puis on voulait un nom court. On l'a trouvé. Ah, bien, c'est parfait. C'est facile à retenir. Exactement. Et là, vous allez ouvrir un bureau à Valcourt. Exactement, dans le canton de Valcourt, donc sur ma ferme, finalement. Bon, ça ne sera pas un bureau où est-ce que le public va être... mais ça va être un bureau de consultants où est-ce que je vais pouvoir offrir des services de consultation en environnement. Moi, ça fait 20 ans que je pratique ce métier-là. Donc, j'ai eu une autre entreprise que j'ai vendue justement pour venir m'installer à Valcourt. Ah oui? Donc... Fait comme tu n'es pas un nouveau dans le domaine, là. Pas du tout. J'ai travaillé sur Nouveau sur la ferme,
mais pas nouveau dans le domaine de l'environnement. Pas du tout. Travailler sur de très, très petits projets à de très, très gros projets, là, autant pour des municipalités qui ont besoin de faire des plans de caractérisation de leur milieu naturel, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur parc, comment ils veulent les aménager, qu'est-ce qu'ils devraient protéger en priorité, quels milieux qui sont peut-être de moins grande valeur écologique, qui pourraient peut-être plus facilement exploiter. Donc, c'est toutes des questions qu'on aborde avec les municipalités. Là. Souvent, les gens, surtout en région, je pense, on se demande tout le temps, bon, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si c'est un milieu qui est plus, ben, peut-être pas boisé, mais un milieu, ce qu'on appelle communément une swamp. Une swamp, les fameux milieux humides. Les fameux milieux humides et sont d'autant plus importants. Puis, oui, il y a une raison d'être à ça. Hein? Il y a une raison d'être qui sont le nombre de services qu'ils peuvent rendre. Vraiment, c'est des milieux qui sont uniques. Oui. Ceux qui sont dans le Grand Nord, des milieux humides, là, des tourbières, il y en a en masse, en masse, en masse. Mais dans le Sud, il n'y en a presque plus. Ah, okay. De moins en moins parce qu'ils ont été remblayés, parce qu'ils ont été souvent perçus par certains. Ah, bien, regarde, ça vaut rien, ça. On va laisser nos belles terres agricoles. Puis ça, on va le remblayer, puis on va pouvoir faire des terres dessus. Ou bien donc, c'est dans les milieux très urbanisés, bien, il n'en reste plus parce on est rendu dans les milieux où il y avait plus de contraintes, où il fallait faire du remblai. Oui. Donc, je veux dire, c'est des milieux qui sont très, très... la caméra est bien sur ces milieux-là. C'est ça. Puis il y a toujours une raison pour laquelle un milieu existe, et que ce soit boisé ou que ce soit une tourbière ou que ce soit... Il y a toujours une raison, mais souvent, on a tendance à s'en débarrasser pour se faire une belle cour arrière ou allonger notre terrain pour faire une piscine ou un terrain de football. Ah, oui. Il y a plein de bonnes raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. C'est pas nécessairement... il faut le savoir. Oui. Ces milieux-là, oui, c'est vrai, offrent une série de services extrêmement importants. C'est des milieux où est-ce qu'on trouve des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui. C'est des milieux qui filtrent l'eau, c'est des milieux qui retiennent l'eau aussi, hein, parce que souvent, si on met de l'asphalte à grandeur, disons que quand il pleut, l'eau se ramasse très vite au cours d'eau, on se ramasse avec des cours d'eau, des niveaux d'eau qui montent très rapidement, de l'arrachage. Donc, ces milieux-là ont leur raison d'être, entre autres pour ça. Ils retiennent comme une éponge, finalement. Bien, c'est ça, puis on en a besoin. Exact. Parce que c'est sûr que si on a un petit ruisseau qui déborde, puis en arrière, nos fleurs sèchent, il y a peut-être un débalancement quelque part qui se fait. Là, Alors, tes carrés environnement, en arrivant ici à Valcourt, quel genre de service on peut donner? Soit la municipalité. On va commencer avec la municipalité. OK. Si la municipalité, quel genre de service elle peut vous demander? Bien, souvent, les municipalités sont intéressées. Ça dépend de la grosseur des municipalités, ça dépend de l'intérêt des citoyens. Oui. Mais bon, ce qu'on peut leur offrir souvent, c'est que s'ils veulent développer certains terrains, pour le faire comme il le faut, c'est-à-dire de faire une analyse des contraintes et des opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain qu'on veut développer? Est-ce qu'il y a des milieux sensibles qu'on devrait préserver en priorité? Est-ce qu'il y a des cours d'eau? Si oui, comment on les gère? Oui. Comment on les traite? Comment on les met en valeur? Comment on s'assure que l'écoulement soit. Est-ce qu'il y a des terrains ou est-ce qu'il y a des contraintes dites de sol, c'est-à-dire est-ce que les pentes sont fortes, est-ce qu'il y a des risques de glissement de terrain? Oui, est-ce qu'il y a des risques de... donc, nous, dans notre équipe, on a également un géomorphologue qui travaille avec nous. Oui. Donc, c'est un gros terme, là, mais il s'occupe de... Géomorphologue, donc, il s'occupe de tout ce qui est stabilité des pentes, les dépôts, donc tout ce qui est par-dessus le roc. Ah bon, d'accord. Puis vous travaillez, j'imagine que l'équipe doit travailler aussi avec le ministère de l'Environnement. J'imagine, est-ce que vous êtes en... Si, mettons, vous avez besoin de permis, des choses comme ça, est-ce que c'est vous qui consultez le ministère de l'Environnement ou c'est la municipalité? Vous dites, mettons, bien, vous allez avoir besoin d'un permis pour telle chose. Allez chercher ce permis-là, parce que sinon, ça peut... ça fait partie de votre rôle de consultant. Oui, bien, l'environnement est surprenamment pour des gens. Bon, pour certains, avant tout, c'est la beauté. Oui. Mais quand tu regardes ça d'un niveau purement professionnel, c'est avant tout un monde de lois et de règlements. Il existe une multitude de lois, autant fédérales, provinciales, municipales et même au niveau des MRC. C'est les MRC qui gèrent les cours d'eau, qui doivent être respectés. Et nous, on les connaît suffisamment bien. On n'est pas des avocats, puis des fois, on réfère à des avocats quand on se pose des questions que là, ça va au-delà de nos compétences. On doit référer. Mais il y a une série de règlements qui doivent être appliqués. Quelqu'un ne peut pas, une municipalité ou un individu ne peut pas développer un terrain comme il le veut. Il a à faire face à des contraintes
il y a des certificats d'autorisation à obtenir. Dans certains cas, dans les plus gros projets, des études d'impact à réaliser pour des projets de plus grande envergure, pour des agrandissements d'usines, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est avant tout d'aider le citoyen, l'entreprise ou le représentant municipal à naviguer dans toute cette panoplie de règlements-là, puis de contraintes, puis d'opportunités aussi, parce qu'il n'y a pas juste des contraintes en environnement, il y a des opportunités qu'il faut identifier. Il y a des terrains qui peuvent être mis en valeur, il y a des espèces d'animaux qui peuvent être mis en valeur, tout en développement quand même. On n'est pas contre le développement, mais il faut le faire intelligemment. Il y a des façons de bien gérer ces eaux pour ne pas tout envoyer ça dans un réseau. Souvent, maintenant, de plus en plus, les municipalités demandent de gérer l'eau à même le site. Donc, c'est-à-dire que les eaux pluviales, il doit y avoir des bassins de rétention qui doivent être faits à même les développements. Ce qui fait que ces bassins-là, on peut en faire un trou une dépression de gazon, mais aussi on peut en faire des milieux de vie. On peut créer des habitats, on peut créer des milieux... Fait que finalement, c'est assez d'agencer tout ça pour que ça devienne agréable et fonctionnel et sans que ça nuise trop à bon, on revient toujours à l'environnement, là, mais dans le fond, c'est l'équilibre. Il faut trouver un bon équilibre avec tout ça pour que les humains, les petits animaux, les petites bébites puissent vivre ensemble. Tout le monde dans ce qu'on appelle un écosystème. C'est ça, un écosystème, exactement. Oui. Alors, vous devez aussi faire affaire, j'imagine, avec les contracteurs, ceux qui font des développements, des choses comme ça, parce que eux, quand on parle d'un grand terrain, c'est pas juste d'acheter le terrain, il faut aussi qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. J'imagine que vous jouez un rôle aussi là-dedans. Oui, puis malheureusement, quand le contracteur ou quand le développeur, qu'on appelle, qui développe un nouveau quartier ou un nouveau parc industriel ou un nouveau quartier résidentiel ou commercial, peu importe, vient nous voir, souvent il est trop tard. Il vient nous voir, il a acheté son terrain, il a fait ses plans il a défriché, il a fait ses plans de devis, puis là, oups, il y a un voisin, parce que c'est souvent par dénonciation, il y a un voisin qui habitait auprès, qui a vu ça, puis là, il a dit, wow, non, ça ne se fait pas comme ça. Il appelle le ministère, donc là, ça représente des sommes d'argent extrêmement importantes. Parce qu'il y a des amendes reliées à tout ça. Si, mettons, ils vont contre le loi ou la loi, il y a des amendes là, qui peuvent être assez... Assez salées dans certains cas. Mais au-delà de l'amende, les amendes ne sont pas si élevées que ça, mais il y a souvent une obligation de remettre le site en état. Donc, ce n'est pas l'amende plus que l'obligation. Puis là, il va pouvoir aller très, très loin et se débattre en cours, mais en bout de ligne, il va avoir à remettre le site en état. D'où l'importance de venir nous voir pour qu'on établisse ces milieux-là, ces contraintes, pour savoir comment on peut les développer. Si, par exemple, ou si dans certains cas, bon, ils n'ont pas le choix, si la route ne peut pas passer à un autre endroit que là, bien là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils en détruisent une partie. Mais là, le ministère de l'Environnement va dire, tu détruis ça, bien là, tu dois compenser ailleurs. Donc, tu détruis ça, donc protège-nous un autre milieu, un autre endroit, ou crée un autre milieu. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit... Bien, je pense que ça vaut la peine de consulter avant de le faire, justement, pour ne pas arriver puis tomber dans un gouffre que là, ça vous demande de replanter des arbres de 20 ans, mais il faut les acheter, les arbres de 20 ans. Oui, bien 20 ans, c'est dur pas mal de planter des arbres de 20 ans. Oui. Mais quand même, de tout replanter puis d'essayer de remettre ça. Fait que ça vaut la peine, je pense, de consulter. Puis ça, là, on parle des contracteurs, mais ça peut être une entreprise, n'importe quelle entreprise qui vient s'installer, qui a des nouveaux locaux ou qui veut faire des agrandissements ou des choses comme ça, mais il y a aussi les particuliers. Les particuliers qui peuvent rencontrer les mêmes problèmes à une échelle plus petite. Oui. Tu sais, je veux dire, des fois, comme les grands vont faire des grands plans, puis ils nous arrivent avec leur plan, on leur dit, ouais, mais là, ça ne marche pas, ce plan-là. Faites-le en conséquence de ce que vous avez à conserver, puis les gens vont apprécier. Souvent, les gens, de plus en plus, achètent ces gens-là, puis les individus, les particuliers vont acheter ces terrains-là qui vont leur plaire et tout ça. Ou ils vont décider d'en acheter un pour eux-mêmes, de développer leur petite parcelle. Et là, ils vont être prêts avec les mêmes contraintes. Il ne faut pas qu'ils soient pris parce que souvent, encore une fois, bon, il y a pas tant d'inspecteurs que ça en environnement, au ministère de l'Environnement, mais il y a bien des inspecteurs privés, oui, ça on pourrait dire. Qu'on appelle des voisins. Oui, des voisins, des OBNL qui veillent au grain puis qui vont... qui ne se gêneront pas pour dénoncer la personne qui vont... c'est sûr et vaut mieux bien le faire que de se dire, ah, ben regarde,
on va passer dedans, il n'y a personne qui va s'en rendre compte, mais vaut mieux le faire comme du monde parce que j'ai travaillé sur tellement de dossiers avec des gens qui pensaient qu'ils avaient le droit parce que c'était leur terrain puis qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, c'est ça? Oui, puis là, ils peuvent y laisser leur chemise. Là. Absolument. Disons qu'ils achètent leur terrain, puis là, ils pensent que là, au mois de juillet, on commence la construction. Je suis désolé, là, mais... C'est pas comme ça que ça marche. Surtout s'ils sont arrêtés par le ministère de l'Environnement ou par la municipalité ou par la MRC. Oui. Ça peut être des délais d'1 an et même plus. Là, donc, ça compromet beaucoup les projets, autant des particuliers que des entreprises, et parfois même des municipalités. Oui. C'est sûr que des très grandes municipalités ont leur propre service de l'environnement et sont normalement à l'affût de ces choses-là. Mais les plus petites municipalités, les petites et moyennes municipalités, des fois, ils n'ont pas tous les professionnels nécessaires là, pour... Puis c'est quand c'est fait que là, ça peut devenir un problème. Fait que, dans le fond, c'est toujours mieux de pouvoir consulter. Parce qu'en ayant un permis, ça ne nous donne pas la permission de tout faire. Exactement. Et quand on achète une propriété ou un terrain, ça ne nous donne pas la permission de tout faire. C'est ça, je pense, qui est dur à faire comprendre aux gens. Ah oui, je suis chez nous. Oui, tu es chez vous, mais ça reste que tu es encore... dans un milieu, soit urbain ou campagne, ça reste que tu as des lois quand même. Le meilleur exemple de ça, c'est un cours d'eau. Donc, il y a des cours d'eau qu'on dit verbalisés, c'est-à-dire qui sont reconnus comme tels par le ministère, qui ont un nom et tout ça, et qui ne sont pas la propriété donc, tout ce qui est sous la ligne des hautes eaux, c'est-à-dire tout ce qui est... En tout cas, il y a un concept assez technique pour définir une ligne des hautes eaux. On pourrait y revenir peut-être dans une autre capsule. Mais tout ce qui appartient non pas aux citoyens, mais à l'État. Donc, tout ce qui est... Donc, la personne qui a un cours d'eau, donc tout ce qui est sous la ligne des hautes eaux est soustrait. Donc, ils ne se trouvent plus à être chez eux. Fait qu'ils ne sont pas chez eux, là. Non. Il y a une série de lois, donc, qui sont... Tu sais, quand il y a des gens, par exemple, tu me disais que les gens souvent venaient te voir quand il y avait eu une plainte, il y avait eu... Est-ce que les gens semblent comprendre, en général, un coup que c'est expliqué, pourquoi ils ont ce problème-là, ou ils veulent se battre contre le gouvernement ou contre les règlements? Est-ce que les gens, en général, comprennent? C'est une bonne question, parce qu'il y en a qui comprennent à la dure. Hein? Oui. Il y en a qui comprennent à la dure, qui disent « je vais me battre ». J'en ai eu des clients comme ça. Je les ai accompagnés. Je dis, bon, vous voulez vous battre, je vais me rendre avec vous en cours. On va se rendre à la cour. Puis des fois, tu te ramasses devant différents tribunaux. Mais rarement, la loi est assez bien écrite, assez bien faite. Et rarement, les citoyens ou les entreprises ou même les municipalités, dans certains cas, vont avoir gain de cause parce que il y a une jurisprudence qui existe, qui est assez claire en ce sens que... Puis tout le monde doit la respecter, c'est vraiment ça. J'imagine que nous, ici, on est gâtés, on a beaucoup de lacs. Oui. Et on a beaucoup de maisons sur le bord des lacs. Oh oui. Et beaucoup d'installations septiques sur le bord des maisons, sur le bord des lacs. Oui, Est-ce que c'est problématique, ça? Parce que je sais qu'il y a des gens, ils veulent avoir une belle vue sur leur lac. Fait que là, ils décident de couper des arbres. Ah, ben là, ils se font pogner. Puis là, parce qu'il y a un surveillant. Bien, c'est facile, on passe en bateau aussi. Bien là, c'est ça. On le voit assez facilement. Mais est-ce qu'il y a des inspecteurs, des fois, qui viennent? On va faire le lac Bray aujourd'hui. On va faire le lac Brompton une autre journée. Est-ce qu'il y a des inspecteurs comme ça dans la région qui se promènent ou c'est seulement sur plainte? Non, il y a des inspecteurs municipaux qui se promènent, qui vont le voir assez facilement. C'est des plaintes. Les inspecteurs municipaux sont très, très généralement à l'affût de ces règlements-là, donc le respect de ce qu'on appelle la bande riveraine autour d'un lac, de qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire. C'est sûr qu'on peut installer des quais selon certaines dispositions. On peut l'aménager selon certaines dispositions, mais on ne peut pas la raser. On ne peut pas mettre le gazon jusqu'au... Parce que ça peut devenir problématique et dangereux aussi, parce que ça peut causer de l'érosion. Ça peut causer de l'érosion. C'est également, la fameuse bande riveraine, c'est également une barrière au sédiment. C'est une barrière aussi, c'est une barrière qui va être à même de capter les éléments nutritifs. Par exemple, si on a une fosse septique en arrière qui coule, puis qui ne fait pas bien son travail, bien, au moins la bande riveraine, elle, avant que la matière, les éléments nutritifs, dont le phosphore, qui est l'élément souvent problématique, se rendent au lac, vont capter
Donc, leurs feuilles, leurs tiges vont capter le phosphore avant qu'ils se rendent. Donc, c'est comme une barrière de sécurité. Ce n'est pas la seule qui existe. Il y a plusieurs autres façons de protéger ces lacs. Entre autres, de bien faire des bonnes révisions d'installations septiques. C'est très important de savoir, de s'assurer que les installations autour des lacs sont conformes. Est-ce qu'elles répondent bien aux normes? Est-ce que la quantité de sol est suffisante? Est-ce qu'elle est... des fois, puis encore là, il y a des gens qui se font prendre, malheureusement. Ils vont avoir payé 15 000, 20 000 Ils vont dire, oui, j'ai eu des plans, elle a été approuvée par la municipalité. Oui, mais elle n'est quand même pas conforme, puis tu as les 2 pieds dans la phréatique. Là. Mais est-ce que dans ce temps-là, les gens, par exemple, quand ils ont présenté leur plan à la municipalité, ils ont eu leur permis, tout ça, est-ce qu'ils... Puis là, ils se rendent compte que, oups, du point de vue environnemental, ils ne sont pas dedans pantoute, puis là, c'est fait. Est-ce qu'ils ont des recours contre la municipalité pour que, bon, vous ne nous l'avez pas dit, on pensait être dans les lois, on pensait être dans... Hein? Je pense que tu l'as déjà vu. Hein? Là, tout le monde poursuit tout le monde. C'est ça. D'où l'importance de bien le faire avant. Puis là, tout le monde se met... Donc, le citoyen poursuit la municipalité la municipalité va probablement poursuivre l'ingénieur ou tout le monde. En tout cas, là, tout le monde... J'ai travaillé dans des dossiers complexes, donc, dont un lac, tous les rives d'un lac qui avait été complètement ravagé, détruit. Pas juste une propriété, le lac au complet et la décharge, donc, qui avait été dynamité. Une affaire assez complète, un gros cas là, dans les Laurentides. Et c'était des poursuites de l'association de lacs. Oui. Parce que c'est un petit lac qui est en amont, mais tout